cet axe-là pourrait proposer des choses qui pourraient être audibles. Mais je reste quand même prudent et je reste quand même voire pessimiste. Monsieur, vous avez évoqué... Vous avez un... Non, il marche pas. Je parle assez fort. Oui, monsieur, vous avez dit qu'il y avait deux clivages fondamentaux dans le jeu politique français, le clivage droite-gauche et le clivage pro-européen, anti-européen. Comment ces deux clivages s'articulent l'un l'autre? Est-ce qu'ils se brouillent l'un l'autre? Est-ce qu'ils se cumulent l'un l'autre? Alors la deuxième remarque, je vais faire une remarque personnelle. Vous avez dit, au fond, pour les Français, la politique, c'est changer la vie. Mais enfin, on le sait tous, la politique ne change pas la vie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors sur la politique qui change la vie, c'est ce côté magique du politique. Il y a un livre très très intéressant qui a été écrit par Guylaine Otteimer qui s'appelle Le poison présidentiel, qui montre bien, je crois que vous l'avez reçu si je ne me trompe pas, qui montre bien à quel point il y a un côté magique pendant l'élection présidentielle où on va croire à tout. Et on va croire que le politique, l'économie n'existe pas, que les entreprises, il suffit de leur dire vous embauchez et puis elles embaucheront. Moi j'ai un regard plus économique, comme je dirige une petite unité à l'IFOP et je dois vendre des études, je dois faire du chiffre, etc. Et je suis toujours frappé, maintenant que je les vois depuis une quinzaine d'années, je ne vais pas dire par la méconnaissance, mais par la faible connaissance qu'ont les hommes politiques et femmes politiques. De gauche comme de droite. Hein. Là, de ce point de vue-là, il y a une vraie non-différenciation sur les réalités économiques. Avant d'embaucher, il faut pouvoir faire des profits, investir. Enfin, voilà, la phrase d'Helmut Schmidt est toujours d'actualité. Maintenant, sur le clivage du référendum du 29 mai, le clivage gauche-droite, oui, il y a un nom de gauche qui est maintenant majoritaire à gauche, quand l'exécutif est plutôt sur le oui de gauche. Et il y a un nom de droite qui est maintenant complètement confisqué par le Front National. Il y avait une frange à l'UMP, voire au RPR et à l'UDF, la frange souverainiste. Alors il y a bien sûr Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est intéressant de voir que la gauche, la contradiction de la gauche, les électeurs de gauche sont plus que jamais sur le non, alors qu'ils doivent soutenir un gouvernement et une politique qui est plutôt sur le oui, et que du côté de la droite, c'est le Front National qui a confisqué le non au référendum. Oui. Oui, je voulais revenir sur la question de mon voisin et savoir si le référendum britannique qui pourrait se tenir à l'automne 2016, donc quelques mois avant l'élection présidentielle, pourrait être structurant et finalement interférer avec le débat français, parce que soit les Britanniques sortent et le Front National pourra faire valoir le fait que même les Britanniques veulent sortir, soit ils obtiennent beaucoup de choses de l'Europe et le Front National pourrait aussi opportunément saisir de cette opportunité. C'est une très bonne question et je partage vos réponses presque. C'est vrai que ça va être... Alors, une élection présidentielle, je le répète, c'est un moment où l'Europe et le monde n'existent plus. Voilà, je me suis souvenu tout à l'heure d'un des rares échanges où on a parlé de politique européenne lors d'un débat d'entre-deux tours. C'était entre Jacques Chirac et Lionel Jospin en 1995, où en fin de débat, on a parlé du conflit russo-tchétchène. Et plutôt que de répondre, Jacques Chirac a cité le poète russe Lermontov, qui parlait de l'ogre tchétchène qui allait manger le petit enfant russe, pour vous dire qu'on n'était pas du tout sur des vraies réponses. C'est vrai que ce référendum, il aurait lieu au mois d'octobre, je crois, si je ne me trompe pas, octobre 2016. Oui, il pourrait avoir un effet dévastateur si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, parce que un des freins au vote FN, le vote FN c'est un vote alternatif, mais il y a le côté saut dans l'inconnu qui fait peur à beaucoup de Français. S'il y a une catégorie où le FN n'a pas encore vraiment percé, même s'il commence à percer, ce sont les personnes âgées, qui restent la catégorie reine de la droite, qui est une catégorie où le PS progresse énormément, parce que son électorat qui a voté Mitterrand dans les années 80, 90, etc., vieillit, et quand il reste au PS, il va continuer à voter pour le Parti Socialiste. Donc ce côté saut dans l'inconnu fait peur. Et d'ailleurs, ça rappelle un petit peu le côté saut dans l'inconnu qu'il y avait dans les années 70 s'agissant du PS, qui approchait du pouvoir et qui avait été barré parce qu'il y avait encore, un parti qui n'a jamais exercé le pouvoir, pourra-t-il le faire? Ce qui était un petit frein pour le PS est un grand frein pour le Front National, et une victoire du non en Grande-Bretagne servirait
de modèle. Les Anglais l'ont fait, on pourra le faire. Ça ne pourra pas ne pas avoir de conséquences. Un homme à droite fait l'objet de plus en plus de critiques ouvertes ou sous le manteau, c'est Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que, faisant de la politique fiction, s'il se retirait, ça modifierait complètement les pouvoirs, le rôle que pourrait jouer la droite dans le cadre de la réélection, de la sélection présidentielle? Question difficile. Alors, je pense pas qu'il se retirera, mais... Non, je pense pas non plus. Il n'a pas fait tout ça pour ça. Je crois que Nicolas Sarkozy sort objectivement fragilisé de ces élections régionales. Dire qu'il est mort, c'est une vraie stupidité. On l'a vu mort en 95, on l'a vu enterré en 99 quand la liste qu'il a conduit aux européennes a fait moins que la liste Pasqua de Villiers avec à peine 13%, et il est revenu de l'enfer. En plus de l'enfer de l'impopularité. Maintenant, c'est vrai que le retour de Nicolas Sarkozy reposait sur un triptyque césarien qui était je suis revenu, j'ai pacifié, j'ai gagné. Je suis revenu dans le champ politique, j'ai pacifié. C'est vrai que la droite avait l'air jusqu'à quelques jours plus calme qu'à l'époque de la guerre Copé-Fillon, et puis j'ai gagné. J'ai gagné les élections départementales et je vais gagner les élections régionales. C'est pas ce qui s'est passé. La droite n'a pas fait le grand chelem. Sa stratégie du Nini est quand même contestée ouvertement, alors, par NKM, par Estrosi, par d'autres. Il apparaît fragilisé. Pour autant, c'est le patron. Et en France, une élection présidentielle, c'est quand même, s'il y a un poste de prédilection pour faire un bon score, voire pour gagner, c'est être le patron d'un parti politique. François Hollande était jusqu'en 2008, Nicolas Sarkozy, Chirac, bien sûr. Je n'imagine pas se retirer. Il y a quand même une question judiciaire que personne n'évoque. Je crois qu'encore aujourd'hui, ici et maintenant, il est mis en examen pour une affaire. Alors, ça ne l'empêchera pas de se présenter, mais ça peut être un petit nuage pour lui. En tout cas, le danger pour lui, surtout de l'élection de la primaire contre à deux tours, c'est de ne pas faire du second tour, s'il y a second tour, un référendum anti-Nicolas Sarkozy. Parce que nos enquêtes primaires le donnent nettement en tête au premier tour, au coude à coude avec Alain Juppé, mais quand nous travaillons sur des seconds tours, il est nettement plus fragilisé. Est-ce que vous croyez à un outsider, c'est-à-dire Fillon ou Le Maire éventuellement? J'ai envie de dire oui, puisque qui croyait à l'outsider Montebourg, qui croyait que Manuel Valls, avec 5%, serait l'homme niche de la campagne de François Hollande et puis ministre de l'Intérieur. Oui, c'est ça aussi qui, à mon avis, aiguise toute cette offre de candidats, parce qu'il y a Jean-Frédéric Poisson, il y a Hervé Mariton, il y aurait Nadine Morano, enfin il y a un candidat en moins qui est Xavier Bertrand, mais il y a beaucoup de candidats potentiels. Oui, un outsider est possible, surtout s'il joue sur le renouveau, s'il joue sur on ne veut plus voir les mêmes têtes, s'il joue sur un programme différenciant. Je pense que Bruno Le Maire a une vraie potentialité, d'ailleurs il l'a fait à l'élection interne, et ça a été un peu oublié, mais avec une base d'adhérents très Sarkozy, c'est-à-dire une base qui était restée malgré Big Malion, malgré toute une série d'affaires, malgré la guerre de novembre 2012, il a réussi à faire presque 30%. Je pense qu'il peut se positionner. Fillon est plus sur un axe projet. Fillon est gêné par une image qui n'est pas autonome, qui se complique toujours en rupture avec celle de Nicolas Sarkozy, en opposition avec lui. Mais je pense que tout le monde a sa chance aujourd'hui. Et rappelez-vous, on est en décembre 2015, on est à 10 mois donc, de la primaire, 11 mois de la primaire, 11 mois avant la primaire socialiste. Le premier dans les enquêtes d'opinion était Dominique Strauss-Kahn, qui étalonnait Martine Aubry, François Hollande qui était repassé troisième, et Ségolène Royal, donc il peut se passer beaucoup de choses. Ma question porte sur le fait que vous soulignez l'importance du clivage droite-gauche, mais en fait je suis assez sûr que quand on regarde les résultats des Républicains au second tour, et ça a été analysé par certains commentateurs, des gens au centre comme protégé de Juppé, Jérémy Camels ou Dominique Régnier, qui est vraiment clairement un candidat républicain qui va vers le centre, ont débattu ou ont fait carrément une contre-performance, tandis que le trio Retailleau, Pécresse, qui en plus s'est offert le luxe d'avoir un débat sur la race blanche qui la positionne en situation de siphonner même le candidat frontiste évoqué, on a quand même un sentiment que quelque part on retrouve un peu l'idée Buisson, Sarkozy 2012, que finalement ça marche. Alors,
ces configurations n'empêchent pas la force du clivage gauche-droite sur le rapport à la France, sur les idées, sur l'avenir. C'est vrai que ces configurations de second tour sont extrêmement spécifiques. Ce que l'on a vu, par exemple, du côté de M. Retailleau, de Laurent Wauquiez ou de Valérie Pécresse, les agglomèrent ensemble, mais c'est des cas quand même différents, c'est un phénomène qu'on a vu assez souvent aux élections municipales. Je pense à Reims, je pense à Saint-Étienne, je pense à des villes de la banlieue parisienne, c'est-à-dire un Front National en troisième position, et parce qu'il n'a peu de chances de gagner, même si en Rhône-Alpes il était deuxième, il y a eu un phénomène de vote utile d'électeurs FN anti-gauche. Parce que je crois à ce que je dis sur le mode que l'électeur de droite et l'électeur du Front National est très 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 différent sur beaucoup de points, sociologiques, sur le plan des idées, si je mets de côté les questions identitaires, qui ne sont pas des questions anodines, mais ils ont un objectif commun, c'est sortir la gauche. Sortir la gauche, parce que voilà, le FN vient de la droite. Il y a du gaucho-lepénisme dans le Pas-de-Calais et dans l'Est, mais ça reste un électorat de droite, surtout en PACA qui a voté à droite par le passé. Et donc c'est vrai qu'on a eu ce phénomène de vote utile, ce qui fait que Valorant Saint-Just a été dégonflé de 8000 voix et même en pourcentage est passé de 18 à 14%. Ça n'empêche pas la force du clivage gauche-droite. Mais c'est vrai que le Front National peut, dans certaines situations, venir au secours de la droite, mais à contrario, on a vu des départements où il y avait des duels gauche et FN, et des électeurs de droite éliminés ou en mauvaise situation s'agissant de leurs candidats, ont plus voté pour le FN que pour la gauche. Parce qu'il y a un clivage gauche-droite, parce que les électeurs de droite refusent d'aller sur la gauche, de voter à gauche. Vous avez dit 3 blocs perdants. Les Français sont peut-être heureux aujourd'hui. Il y a plutôt de l'optimisme quand on parle aux Français et à la France, parce qu'ils se disent, eh bien, on va avoir un Podemos à la place de ces 3 groupes perdants. Pensez-vous que ce soit possible de voir en France arriver un groupe Podemos? Surtout si les primaires de la droite se font de manière anticipée. Alors, si c'est un vrai Podemos de gauche comme